Je vais passer la parole à Gwendal Rouillard, qui est députée du Morbihan, qui va s'exprimer aussi un petit peu sur ce sujet. Merci. Merci aux organisateurs pour cette belle initiative au bon moment. En préambule, dire qu'entre le député à la Quindec et le député membre du groupe maire à l'Assemblée nationale, nous sommes en phase. Et donc vous redire, Madame Paria, je vais m'adresser à vous, en vous remerciant d'être venue et d'être dans le dialogue, vous dire et vous redire que, quelles que soient nos sensibilités politiques, en Bretagne et ailleurs, la position de la France est partagée par l'ensemble de ses élus. Je crois qu'en préambule, c'est important de le rappeler. C'est un sujet qui fait chez nous l'unanimité. Deuxième élément en préambule, je vous remercie d'être venu et d'être dans le dialogue, puisque nous considérons, nous, parlementaires français, que ça n'est pas le cas, et c'est un euphémisme, chez Madame Damanaki. Alors, je suis socialiste comme elle. Je le dis d'autant plus. Je suis consterné de l'état d'esprit qui est le sien et du comportement qui est le sien. J'ai voté oui au traité constitutionnel européen, je suis depuis toujours un militant de l'idée européenne. Et je suis révolté par son comportement et son état d'esprit. Vous pourrez lui transmettre de ma part, mais je le dis au nom des parlementaires français. Je le dis au nom des parlementaires français, toute sensibilité confondue. Nous l'avons rencontré cet automne à Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est mal passé, et au-delà des accords ou des désaccords, tout ceci doit avant tout être présidé par un état d'esprit et un respect qui, je l'espère désormais, sera partagé. Ceci étant posé, 2 remarques et 4 questions, pour faire rapide. La première remarque, c'est que depuis 10 ans, depuis plusieurs années, le président Barroso, qui appartient, je crois, à un pays maritime et littoral, parle avec les commissaires européens de stratégie de croissance et d'emploi. La France, en ce moment, y compris en campagne, nous en parlons de la nouvelle stratégie de croissance, d'innovation et d'emploi de l'Union européenne. Mon sentiment sur la pêche et sur la PCP et sur l'état d'esprit, j'y reviens, qui préside aux discussions pilotées par Madame Damanaki, c'est que nous considérons ici que la mer, que les océans, que la pêche représentent un levier des nouveaux gisements de croissance. La croissance bleue. Et que mon sentiment, c'est que Maria Damanaki est plutôt sur une forme d'accompagnement de fin de vie. Alors, j'utilise des mots forts à dessein, parce que c'est vécu comme tel par les femmes et par les hommes concernés, par les acteurs concernés et par les élus concernés. Alors quand je vous dis ça, c'est pas une manière de dire il ne faut rien faire, c'est absolument pas ça l'état d'esprit. C'est que la pêche durable, c'est avant tout prendre en compte les efforts qui ont été effectués ces dernières années par l'ensemble des acteurs, pêcheurs, entreprises de pêche, scientifiques. Si déjà on avait du respect, de l'écoute et une prise en compte sérieuse des efforts réalisés en matière de pêche durable ces dernières années, le débat serait déjà beaucoup plus serein. Ça n'est pas parfait. Nous avons beaucoup d'efforts à faire encore. Chacun le reconnaît ici. Mais, j'y reviens, cet état d'esprit, en conformité avec, pour nous, un élément affirmé par la région Bretagne et les Bretons, pêche, nouveau gisement de croissance et d'emploi. Si je vous donne 3 exemples concrets, les lycées maritimes bretons sont pleins. Sur l'innovation sociale, on a ici l'Institut maritime de prévention qui travaille bien depuis des années sur l'aspect sécurité. C'est un élément d'innovation sociale. Et Tristan Douard, le directeur de l'ASCAPECH, nous rappelle à juste titre que ces marins-pêcheurs, si ma mémoire est bonne, sont rémunérés en moyenne 2500 € net par mois. Ça peut être de temps en temps un élément d'attractivité. Donc, nouveau gisement de croissance, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si le président Barroso dit demain stratégie de croissance, politique commune des pêches, c'est lié. Si le président de la République française, quel qu'il soit, je parle du prochain, tient ces engagements-là, au Pays de l'Orient, on va formuler une deuxième remarque. C'est de dire que le secteur de la pêche est un maillon d'une chaîne. Ça paraît évident de le dire ou de le rappeler, mais je veux donner 2-3 exemples concrets. Vous raisonnez, quand je dis vous, c'est la commission, c'est pas, n'interpelle pas vous seulement, c'est vous la commission. Vous raisonnez
seulement en termes de marins-pêcheurs et d'entreprises de pêche. Vous raisonnez hors synergie, hors stratégie partagée sur un territoire. La République des territoires, c'est un combat que je mène avec d'autres. Et ici, ça se traduit par des partenariats entre entreprises de pêche et leurs représentants, Ifremer, Université de Bretagne Sud, puisque nous avons des laboratoires qui travaillent sur ces sujets-là, Tara, expédition scientifique. Tara va revenir le 31 mars à Lorient. 140 chercheurs qui travaillent sur les micro-organismes marins. Ici, nous faisons parfaitement le lien entre l'avenir de la pêche française, européenne et mondiale et une première mondiale, Tara. 25 000 échantillons reviennent en ce moment de cette expédition, sans parler des précédentes et de celles qui vont succéder. Et donc, tout ceci est lié. CCSTI, quand on parle aux enfants du pays de l'Orient, de la pêche, de son histoire, de son avenir, de la formation, la pêche est un secteur stratégique parce que c'est un maillon d'une chaîne. Et donc, notre combat, c'est un combat de société à part entière. Ça n'est pas seulement un combat mené par des pêcheurs, pour des pêcheurs, et pas seulement par des élus concernés par la pêche. C'est l'avenir des sociétés littorales qui est en jeu, et comme président de la conférence des régions périphériques maritimes, Jean-Yves Le Drian insiste à chaque fois sur ce point-là, et ça me semble important de le rappeler. 4 questions pour terminer, elles vont être brèves. Depuis septembre dernier, Jean-Yves Le Drian, les parlementaires français, les professionnels, les représentants de l'administration, Philippe Mauguin, nos collaborateurs de qualité, ici présents, Nicolas, on argumente, parce qu'on est dans un dialogue, et donc une contradiction, argument contre argument. Vous avez vos arguments, nous avons les nôtres. Et donc je vais poser 4 questions si on peut avancer, parce que notre sentiment c'est que nous n'avançons pas ou trop peu. Alors là j'ai bien noté une inflexion de discours sur les rejets, mais allons plus loin. Sur les bateaux neufs, région Bretagne, avec 2 banques bien implantées en Bretagne, nous avons mis 3 ans maintenant, 3 ans, à concevoir un dispositif pour financer des bateaux neufs. Pour donner un espoir, j'utilise le mot à dessein, à des jeunes générations bretonnes. Bruxelles, comme on dit, mais c'est un partisan une nouvelle fois de l'idée européenne qui vous le dit, Bruxelles vient d'invalider le dispositif de la région Bretagne, cette semaine, ou la semaine dernière, sur la création, la mise en place de bateaux neufs. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, sur l'effort, la capacité, les lignes peuvent bouger. Dans quelle mesure, et je reviens à la stratégie de croissance, d'innovation et d'emploi, dans quelle mesure la Commission européenne va soutenir aujourd'hui et demain la création de bateaux neufs en écomatériaux, ça tombe bien, notre principal laboratoire ici à l'université est spécialisé là-dedans, et dans quelle mesure vous n'allez pas simplement être d'une certaine manière plus souple ou plus flou, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas proactif, comme vous dites à Bruxelles, sur cette stratégie de financement de l'innovation et de la recherche appliquée à la pêche. Première question. Deuxième question. Le président Barroso lui-même, quelle position personnelle a-t-il? Alors, je sais qu'à Bruxelles, la réponse c'est Commission, c'est une position unique, qu'une seule tête. Quelle est la position personnelle du président Barroso? J'ai posé la question à Mme Damanaki, j'ai pas eu de réponse. J'imagine quand même que sa culture maritime et littorale va appeler quelques-uns à Bruxelles à la raison. Troisième question. Politique commune des pêches, dans quelle mesure elle va faire partie de la politique maritime intégrée de l'Union européenne? Le président Barroso parle à juste titre, et c'est un des combats, il a marqué des points là-dessus, quand c'est bien, il faut le dire. Il a porté justement une politique maritime intégrée. Quid d'une politique commune des pêches dans cette politique maritime intégrée? Et je précise ma pensée. Avec Jean-Yves Le Drian et d'autres, on a mené un combat qu'on a perdu pour l'instant, y compris via le comité des régions, mais on ne désespère pas, de faire intégrer les enjeux maritimes dans la nouvelle politique de cohésion territoriale de l'Union, parce que nous, on ne confond pas territoire et continent. Et une politique de cohésion territoriale, elle peut prendre, pour nous, elle doit prendre en compte, et c'est aussi une position de l'État français, politique et administratif, elle doit prendre pour nous en compte les territoires maritimes.
Et donc dans quelle mesure vous faites le lien aujourd'hui et demain, et je pense aussi au budget 2014-2020 en le disant, entre la politique maritime intégrée de l'Union, la future politique commune des pêches et les territoires dans tout ça, puisqu'on a parlé de régionalisation. Et dernière question, c'est la pêche de grand fond. Permettez-moi d'en dire quelques mots, pour, si je puis me permettre cette expression, rentabiliser votre déplacement. J'ai rencontré la semaine dernière, c'est un grand moment de ma vie politique, Greenpeace, à leur demande. Pas la semaine dernière, pas cette semaine, la semaine dernière. Puisque manifestement j'ai tenu des propos quelque peu offensifs à l'égard de Greenpeace. Évidemment, on est quelques-uns ici. Je leur ai posé la question simple, je vais à l'essentiel, ne nous perdons pas dans les détails et les inepties. Ma question était extrêmement simple à Hélène Bourges, je la cite, chargée de mission de Greenpeace. Est-ce que Greenpeace est favorable à l'interdiction totale de la pêche de grand fond? C'est pas une raison pour faire tomber l'eau, car nous sommes dans le même bateau. La question que j'ai posée à Greenpeace, c'est est-ce que votre position, entre nous je le savais, on le sait, mais je voulais l'entendre. Est-ce que la position de Greenpeace, c'est l'interdiction totale de la pêche de grand fond? Assemblée générale de l'ONU, etc., etc. La réponse a été oui. Alors, comme de temps en temps, comme tous les politiques, j'ai des rumeurs qui me reviennent et que, par définition, tel le journaliste, je vais vérifier la source des rumeurs et je vais surtout vérifier si la rumeur est bonne. Une des rumeurs, je le dis avec un certain sourire, c'est que Greenpeace entrait les couloirs de la Commission européenne. Je n'imagine pas cette réalité. En tout cas, pas à ce point. Mais, Madame Paria, comme nous avons la chance de vous avoir avec nous, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure Greenpeace passe son temps à Bruxelles? Et quels sont éventuellement les points communs entre les positions de Greenpeace et les vôtres, et quels sont, je l'espère, je veux le croire encore, les désaccords entre Greenpeace et Madame Damanaki, et quelle est votre position précise sur la pêche de grand fond, puisque sur ce sujet, comme sur d'autres, on a entendu beaucoup d'inepties. Je termine en parlant du Braise Spirit. Si je puis me permettre, si vous ne voulez pas rapporter mes propos offensifs à Madame Damanaki, rapportez-lui au moins le Braise Spirit. Le Braise Spirit, c'est la bonne humeur, c'est la simplicité, c'est surtout et tout autant la combativité. Quand nous avons vu Madame Damanaki, nous lui avons dit en face que si les lignes ne bougent pas, le combat sera frontal. Je le dis, j'allais dire amicalement selon la formule consacrée, mais le combat sera frontal, encore une fois, non pas sur une position archaïque et d'arrière-garde, parce qu'on nous renvoie parfois cette image-là, une position stratégique de croissance, d'innovation, d'emploi, mais surtout, travaillons ensemble pour permettre à des femmes et à des hommes, dans un contexte de crise économique et sociale, de retrouver de l'espoir. Je termine par un mot qui compte ici, par de la dignité. Faisons en sorte, par nos positions, par nos comportements, celui de la commissaire, par les mots qu'on utilise, de redonner de la dignité à des acteurs qui en ont tant besoin. Merci de votre attention. Donc vous avez 4 questions. Alors je vais vous demander, dans la mesure du possible, de prendre le moins de temps possible pour qu'on puisse prendre encore 1 ou 2 questions dans la salle, parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. Mais bon, c'est passionnant. Donc voilà, je vous laisse répondre à ces questions et je prendrai 1 ou 2 questions dans la salle tout à l'heure. Tout à fait, merci beaucoup. Merci pour vos questions, elles sont franches, elles sont directes. Je ne sais pas si je pourrais y répondre, je n'aurais pas votre talent oratoire non plus pour y répondre. Mais je ne suis pas députée. Je ne sais pas, mais moi je suis une eurocrate justement, c'est la différence. Sur vos 4 questions, bon, sur les remarques que vous faites, certes, c'est vrai, c'est peut-être j'aurais dû, et c'est là où je suis moins bonne oratrice et probablement pas si bonne communicatrice que ça. C'est vrai qu'en Bretagne, on a fait beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que vous êtes une des régions les plus avancées et que si toutes les régions en Europe étaient au même niveau que la Bretagne, peut-être que notre réforme n'aurait pas tout à fait les mêmes contours. Mais nous devons parler pour 27 pays et faire une cote plus ou moins bien taillée sur l'ensemble de l'Europe et de la problématique de l'Europe. Donc on n'a pas à faire, et c'est vrai, à
des situations qui sont identiques dans tous les pays. Et il est vrai que la Bretagne est une région qui a fait beaucoup d'efforts en termes de restructuration de la flotte. C'est une région qui est extrêmement en pointe sur l'innovation, sur le développement des produits, qui est une région qui a développé aussi des initiatives en matière de gestion de la ressource qui sont certainement des exemples à mettre en avant. Donc, je ne peux que vous inciter à continuer votre Brave Spirit et à les présenter le plus possible à Bruxelles et à d'autres d'ailleurs, à faire ce qu'on appelle du benchmark, hein, à les présenter dans d'autres régions pour qu'elles s'en inspirent, parce qu'il y a certainement des leçons à en tirer. Alors, la croissance bleue de M. Barroso, nous sommes en train de préparer un papier. Madame Damanaki va présenter une communication en fin d'année sur la croissance bleue, justement, sur quelles sont toutes les possibilités, la potentialité des économies liées à la mer, y compris la pêche. Donc la pêche est partie intégrante de cette croissance bleue. Et c'est pour cela que ces propositions pour un RMD le plus rapidement possible nous semblent des propositions qui vont aller dans ce sens, parce qu'elles vont permettre de redonner un espoir au secteur et de permettre de recréer des emplois dans ce secteur et de le rendre plus attractif. Et l'expérience que vous avez en Bretagne est certainement une expérience qui va dans ce sens-là, puisqu'elle montre que les efforts qui ont été faits portent leurs fruits aussi. Les bateaux neufs. Alors, soyons clairs. À l'heure actuelle, on a une législation qui interdit tout financement public pour la construction de nouveaux navires. Donc, aussi longtemps qu'on prévoira dans le cadre de la législation actuelle, des plans, quels qu'ils soient, où il y a un cofinancement public pour construire de nouveaux navires, on ne pourra pas l'accepter. Voilà. En revanche, les plans qui ne font pas appel à des capitaux publics, c'est autre chose. Il y a actuellement un encadrement juridique communautaire qui interdit la dépense publique pour la construction de nouveaux navires. La position personnelle de M. Barroso, je suis désolée, mais je ne suis pas une intime de M. Barroso, donc je ne peux pas vous donner sa position personnelle. Je ne peux que vous donner sa position officielle, qui est la position du collège et qui est la position de Mme Damanaki, qui n'est ni la position de Mme Damanaki, ni celle de M. Barroso, mais la position de la Commission européenne. Et malheureusement, je peux peut-être vous présenter des personnes qui connaissent bien M. Barroso qui pourront répondre à cette question, mais malheureusement, je ne fais pas partie. La PCP fait partie de la politique maritime intégrée, et c'est pour ça que nous proposons un outil commun à la politique maritime intégrée et à la pêche. Alors là aussi, je voudrais aussi peut-être clarifier des idées reçues et fausses. L'idée n'est pas de transférer de l'argent de la pêche vers d'autres secteurs, mais de considérer que la pêche est une partie intégrante de l'activité de régions littorales, de régions maritimes, et qu'il y a certaines mesures en matière de politique maritime intégrée qui sont gérées actuellement par Bruxelles, qui contribuent également à dynamiser le tissu de ces régions. Et pour être très précis sur la manière dont les territoires seront intégrés à l'avenir, je crois que la nouvelle architecture que nous proposons pour la période 2013 ou 2014-2020, en ce qui concerne la cohérence entre les différents fonds structurels, que ce soit le fonds régional, le fonds social, le fonds pour la pêche et le fonds pour le développement rural, on est en train de proposer de créer des cadres stratégiques communs qui intégreront tous ces fonds avec, à l'intérieur de cela, une dimension territoriale. Donc il y aura la possibilité, dans le cadre des contrats de partenariat qui seront sur la base de ce cadre commun, ces contrats de partenariat qui seront négociés entre la Commission et nous, ces contrats de partenariat seront un contrat commun à l'ensemble des fonds et qui auront une dimension territoriale, parmi d'autres. Et dans cette dimension territoriale, on pourra intégrer des objectifs de développement territoriaux, de développement à partir soit de bassins maritimes, soit de régions, quelles qu'elles soient, et là notamment de faire intervenir les fonds, que ce soit le fonds régional
ou le Fonds pour la pêche et les affaires maritimes, de les faire intervenir de manière conjuguée, en synergie, pour développer des actions qui concernent une région maritime particulière, un bassin maritime particulier. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là que l'approche que vous souhaitez peut être examinée. Et ces contrats de partenariat, on va commencer à les négocier l'année prochaine. On est en train de préparer le cadre stratégique commun actuellement, et on va rapidement commencer à négocier ces contrats. Donc vous, Monsieur Le Drian, qui préside le CRPM, connaît certainement cela un petit peu plus en détail. En tout cas, un des axes là-dedans, c'est précisément d'avoir une dimension régionale également et d'intégrer, de maximiser l'effet des différents fonds pour dynamiser ces régions. Alors, sur la présence de Greenpeace dans les couloirs de la Commission, Greenpeace est dans les couloirs de la Commission comme vous êtes dans les couloirs de la Commission. La Commission est une maison ouverte où nous écoutons tous ceux qui veulent bien venir nous faire part de leurs préoccupations. Nous n'écoutons pas plus Greenpeace que d'autres partenaires. Il est clair que nous écoutons l'ensemble des stakeholders, mais la position de la Commission n'est pas nécessairement la position de Greenpeace. Et dans l'immédiat, la Commission n'a pas encore pris de position sur le dossier sur les espèces de grands fonds. J'ai pas de date encore à vous donner, mais c'est pas dans l'immédiat, c'est pas dans un immédiat très proche. On attend d'élire un nouveau président. Je vous laisse le souci de cette remarque, ou la propriété de cette remarque. Sur le Great Spirit, bien sûr, bon, je pense qu'il ne faut pas faire de procès de personne. Je sais que le dialogue n'est pas toujours très facile entre la France et la Commission sur ce dossier de la pêche. Je pense qu'il y a effectivement parfois des malentendus qui se créent. Madame Damanaki a clairement montré un esprit d'ouverture lundi au Conseil sur le problème des rejets, qui était le sujet qui était discuté lundi. On aura un conseil le mois prochain qui portera sur la régionalisation et sur je suis désolée, je pense en anglais parce qu'on travaille en anglais à Bruxelles, sur les concessions transférables. Et le mois prochain, donc la Commission est ouverte à écouter. On est là pour écouter également. Je crois on souhaite. On a des objectifs qui nous sont, et Madame Damanaki particulièrement, a des objectifs qui lui sont chers et qu'elle veut réaliser. Maintenant, il faudra voir comment mettre ça en musique de la meilleure manière possible, et c'est tout l'objet des discussions qu'on a actuellement au Conseil. On a une présidence danoise qui est très efficace, et il y a un travail très intense qui est fait au Parlement européen également en ce moment. Donc, continuons le dialogue, et je crois que Madame Damanaki a montré un esprit d'ouverture lundi dernier, qui continuera certainement dans les mois à venir. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions. Hein. Donc je vois André Lebert. Donc André, si c'est possible de faire assez rapidement. Je vais essayer de faire quoi. Merci. Et ensuite on prendra le monsieur là-haut. Aujourd'hui, tu viens de le dire, après le plaidoyer qu'il y a eu sur le Braille Spirit, ou le Spirit Braille, ça dépend comment on le dit, c'est vrai que nous, Bretons, on ne veut pas être mangés dans une grande marmite avec une sauce générale. Nous avons notre façon de travailler qui, ça a été répété avec tous les intervenants d'avant, qui a été qui crie les efforts que font les pêcheurs bretons. Donc on ne tient pas du tout à être mis dans la même salade que d'autres pays européens. Et là-dessus, je voudrais que tu sois notre porte-parole pour le répéter à Damanaki. Et je vais terminer si tu veux bien porter ce message. Aujourd'hui, je n'ai plus les fonctions que j'avais avant, depuis 8 jours. J'ai tout mon temps devant moi pour recevoir Maria Damanaki et de faire un troll-braise avec elle pour lui montrer ce qu'est la pêche bretonne. Alors tu lui répètes ça sympathiquement et je suis preneur. J'ai tout mon temps. Merci Monique.
Merci. Bonjour, je suis Maurice Benoît, je suis le président de la société qui gère le port de pêche de Lorient, mais je suis également un ancien pêcheur. Et ce sont mes lettres de noblesse aussi. Juste un mot, on est aujourd'hui à Lorient. Et Lorient, c'est un port de pêche, un grand port de pêche. Il y a quelques années, deux décennies et demie, il y avait 300 navires, il en reste 120, comme le disait le président Olivier tout à l'heure. Mais sur ces 120, bien sûr, ce sont les petits qui ont résisté quand même, mais il y avait 82 navires hauturiers, il en reste 2 aujourd'hui. Donc, juste pour faire un panorama, on pêchait 70 000 tonnes, les bateaux lorientais pêchaient 70 000 tonnes de poissons par an. Aujourd'hui, les bateaux immatriculés à Lorient pêchent 15 000 tonnes de poissons. Donc, sur la surcapacité, je me pose vraiment des questions. Sur la productivité, on peut avoir de la productivité, mais il y a un effondrement, et le cas de Lorient n'est pas un cas particulier sur la pêche. Donc, je voudrais qu'on ramène un peu ce qui s'appelle la surcapacité aux réalités du terrain. Un deuxième point sur la ressource. Juste, mais ce sont des petits cas d'école. J'étais à Oslo il n'y a pas plus tard que 15 jours. À Oslo, la biomasse concernant la morue, les Norvégiens disent que tout le nord de l'Europe, la mer de Barents, la mer Blanche, tout ça, la biomasse est supérieure à celle de 1946. Donc 5 ans, juste après la guerre, après 5 ans de non-pêche. Et aujourd'hui, leur problème, c'est de ne pas augmenter les quotas pour ne pas faire effondrer le marché. Donc il y a quand même des success stories, comme tu disais, et c'est intéressant peut-être aussi de voir toutes ces choses-là et de relativiser. Il n'y a plus de morue en mer du Nord, mais il y en a plein plus nord, ou il y en a moins en mer du Nord. Il y a peut-être d'autres raisons que la surpêche qui est toujours mise en exergue. Donc il y a quand même un certain nombre de choses. Et puis, dernier point très rapidement, mais qui moi me chagrine un peu, c'est qu'à aucun moment on ne parle de l'homme, du marin. Est-ce qu'on peut faire une politique des pêches sérieuse sans les marins? Or, on prône beaucoup, moi je l'entends depuis quasiment 30 ans, la subsidiarité, la décentralisation, la gouvernance, la régionalisation. En réalité, on régionalise les décisions de Bruxelles et on demande aux États membres d'être les contrôleurs et ceux qui appliquent les décisions de Bruxelles. On ne décentralise pas des capacités à décider des acteurs locaux. Et ça, c'est un drame pour moi. Vous n'avez rien compris, entre guillemets, à Bruxelles, pas toi, Monique, mais vous n'avez rien compris. La pêche ne se gère pas en Suède comme en Grèce. On n'a pas le même règlement. Si vous ne comprenez pas qu'à un moment, il faut redonner aux acteurs, avec les contrôles des États membres, bien sûr, et s'il faut redonner aux acteurs les moyens de leur propre gestion, vous irez dans le mur, on ira tous dans le mur peut-être, mais Bruxelles aussi, parce que ce sera un rejet complet de la politique commune des pêches et de l'Europe. Aujourd'hui, si on demandait aux pêcheurs de voter pour l'Europe, ce serait dramatique, et ce serait une erreur. Bon ben, je crois quoi. Deux mots. Merci Maurice. C'est vrai que ça me fait plaisir qu'on se revoie, parce que ça fait longtemps. Là aussi, je pense qu'il y a malentendu, parce que très sincèrement, je pense que notre idée de régionalisation, et on l'a amorcé aussi en 2002 avec la création des RAC, donc CCR, hein, avec la création des CCR, c'était l'ouverture pour un plus grand dialogue, pour faire participer davantage les parties prenantes à la discussion. Et nous ne souhaitons que renforcer cette approche. Alors, la régionalisation, malheureusement, on ne peut pas juridiquement non plus faire décider, on ne peut pas transférer les pouvoirs de la Commission ou des autorités, des acteurs, disons. Les acteurs publics, que ce soit la Commission, le Conseil ou les États membres, on ne peut pas transférer ces pouvoirs à des professionnels. Ça, tout le monde le comprend. Dans un État normal, ce n'est pas le milieu professionnel qui légifère non plus. Mais ce que nous souhaitons et ce que nous voulons voir dans la régionalisation, c'est que les professionnels soient associés.
comme beaucoup plus largement encore aux décisions qui seront prises. Et là également, nous partageons tout à fait ce point de vue qu'il faut distinguer par pêcherie, par région. D'où la régionalisation. Quand je dis, tu as raison, les problèmes ne sont pas les mêmes en Suède, ne sont pas les mêmes problèmes dans la Méditerranée. Moi, je suis responsable pour la Méditerranée à la mer Noire, à Bruxelles. Il est clair que les problèmes en Méditerranée ne sont pas du tout les mêmes que les problèmes dans la Manche ou dans la mer Celtique. Ce sont des problèmes différents. Donc l'idée de la régionalisation est justement que ces problèmes soient traités à des niveaux locaux, régionaux, et impliquent les partenaires régionaux, les États membres concernés, les régions concernées et les acteurs économiques concernés. Et ça, on n'a pas non plus, nous, réponse à tout, et on nous reproche souvent de vouloir tout légiférer, tout préciser dans le détail. Ce qu'on vous dit, nous, on a tracé les grandes lignes de la régionalisation. Maintenant, à nous, vous, tous ensemble, de travailler sur la manière de dessiner cela plus spécifiquement. Mais les grandes lignes derrière tout cela, c'est une approche décentralisée, une prise en compte des problèmes au niveau le plus approprié par ceux qui connaissent ces problèmes et qui sont en mesure d'y apporter les réponses appropriées au niveau approprié. Après, comment on le fait, à nous, à vous d'essayer d'élaborer la meilleure approche. Et de nouveau, nous n'avons pas souhaité à la Commission, parce qu'on n'a pas toujours la réponse non plus, nous n'avons pas souhaité détailler cela particulièrement dans le détail, parce que nous ne savons pas comment cela peut se mettre en œuvre dans le détail. Nous pensons que vous êtes plus à même que nous de préciser comment dans le détail la régionalisation peut fonctionner. Et on a encore, grosso modo, 9 mois, 1 an pour trouver la meilleure solution.